Macron est un personnage assez compliqué. En Ukraine, ils ont même inventé un terme qui se présente comme ça, macroner. Ça veut dire en fait tergiverser, ne rien faire, douter. La situation actuelle est difficile. Donc là, on vit un an. C'est l'anniversaire de la guerre. Donc, enfin, un an de la dernière phase. Parce qu'il faut bien rappeler à chaque fois à nos éditeurs et à nos spectateurs que cette guerre a commencé en 2014. Ça fait 9 ans qu'elle dure. Mais il y a un an, le 24 février 2022, Poutine a relancé cette guerre et a voulu envahir toute l'Ukraine. Dans son plan, c'était d'envahir l'Ukraine en 3 jours. Raté, complètement. Il a voulu se reprendre un peu et quand même continuer. Et ça aussi, raté. Néanmoins, quand même, depuis un an, il a réussi à progresser sur les terres ukrainiennes. Donc, jusqu'à 24 février, il y avait la Crimée qui était annexée en 2014 et une partie de 2 régions de l'Ukraine, la région de Lugansk et la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, qui étaient chacune prises à un tiers à peu près. Depuis un an, donc la région de Lugansk est quasiment prise à 90%, 95%, la région de Donetsk à 55%, et encore il a rajouté une région de Zaporijie et de Kherson, et donc du coup il a à peu près entre 18 et 19% du territoire ukrainien au bout d'un an. Donc, on peut quand même dire qu'il a progressé. En même temps, la Russie a énormément perdu. On a constaté finalement, en cette année, que cette armée russe, qu'on disait la deuxième armée du monde, finalement, elle est beaucoup plus faible qu'elle ne paraissait. Poutine a perdu, selon les sources ukrainiennes, plus de 140 000 hommes. Bien évidemment, lui, il dit c'est beaucoup moins. Les Ukrainiens, à un an de la guerre, ils sont dans quel état d'esprit là? Les Ukrainiens, en fait, personne ne croyait à la résistance de l'Ukraine. Les Ukrainiens les premiers d'ailleurs. Les Américains ont proposé au président Zelensky de l'évacuer et de l'accueillir soit en Pologne, soit en Europe, soit aux États-Unis. Le président Zelensky a dit « Niet, je ne veux pas, je reste ». Et le fait d'être resté, ça a mobilisé tout le pays. Et actuellement, je dis, moi personnellement, que l'Ukraine possède actuellement la plus forte armée de l'Europe. C'est carrément ça. Ce n'est pas techniquement, ça veut dire ils n'ont pas l'équipement. Ils n'ont pas l'équipement de l'armée française, de l'armée allemande ou de l'armée des États-Unis surtout. Mais au niveau de résistance, c'est une armée qui est extraordinaire, qui est efficace, qui sait se battre avec peu de choses. D'ailleurs, le premier fournisseur des armes pour l'armée ukrainienne, devinez qui? Les Russes. En fait, ils prennent chez les Russes la moitié des armes dont ils possèdent. Le reste, c'est fourni par une large coalition qui se compose de plus de 50 pays, dont le premier donateur, ce sont les États-Unis, bien évidemment, parce que c'est le pays le plus riche du monde. Alors pourquoi la France, elle n'a pas envoyé du matériel comme les États-Unis, l'Allemagne à l'Ukraine? Parce que la France traîne des pieds, parce que la France ne veut pas s'impliquer dans le conflit, parce que la France avait peur de s'impliquer dans le conflit. Emmanuel Macron avait peur de s'impliquer dans le conflit, personnellement, et avait peur pour lui. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'est comporté d'une manière assez particulière, qui est très peu apprécié en Ukraine. Il faut bien le dire. Je vous rappelle que l'année 2022, pendant cette guerre, la France, pendant 6 mois, était présidente de l'Union européenne. Et donc, Emmanuel Macron aurait dû être le premier à aller en Ukraine. Il y a eu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est allée à plusieurs reprises. Et en fait, Emmanuel Macron était le dernier à être allé au mois de juin. Et on a l'impression qu'il avait tout simplement peur pour lui. Il y a des lobbies aussi, parce qu'il y a des gens qui soutiennent la Russie, qui soutiennent Poutine, qui disaient fallait pas s'impliquer, parce que si la France s'impliquait, ça veut dire qu'elle va devenir co-belligérante avec l'Ukraine, et ça veut dire que la Russie va la considérer comme le pays en guerre. Et donc, le gouvernement français, le président français n'a pas voulu faire ça, et donc ils ont tergiversé, et après, ils ont suivi, parce qu'en fait, les locomotives de l'aide à l'Ukraine étaient la Grande-Bretagne, la Pologne et les pays baltes. Autre chose aussi, c'est que cette guerre nous a pris tous
au dépourvu. Parce qu'on a perdu l'habitude. En fait, le continent américain n'a pas connu de guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur tout simplement de ça. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois de ça, les gens nous posaient la question, mais si la Russie nous attaquait, si la Russie nous bombardait, si la Russie nous faisait une guerre nucléaire. Donc en fait, les gens avaient peur que cette guerre arrive jusqu'à chez nous. Et finalement, ils ont compris que aider l'Ukraine, c'est nous défendre. Parce que l'Ukraine, finalement, défend l'Europe. Et d'ailleurs, Poutine dit aussi, je ne fais pas uniquement la guerre à l'Ukraine, je fais la guerre au monde occidental, y compris à la France. Alors, Macron, il a reçu le président ukrainien il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant cet entretien Justement, c'est très intéressant parce que le président ukrainien, pendant plusieurs mois, il ne voulait pas partir de son pays. Il disait, moi je dois donner l'exemple, je reste dans le pays en guerre et c'est comme ça que je mobilise mon peuple. Et donc il donnait des vidéoconférences, il intervenait très souvent, quasiment chaque jour. Il s'adressait au Parlement, il s'adressait à des organisations internationales, il s'adressait au président, etc., etc. Et au mois de décembre 2022, il est sorti pour la première fois de l'Ukraine pour aller faire la visite aux États-Unis. Cette visite, c'était un succès. Après, il a préparé 2 autres visites, de la même manière, c'est-à-dire une visite en Grande-Bretagne, à Londres, avec un discours au Parlement britannique, et un autre à Bruxelles, donc avec un discours devant le Parlement européen. Et quand Emmanuel Macron a vu que finalement, lui, il restait sur le bord de la route et que personne, en fait, comme lui, il s'impliquait pas, et qu'il risquait de passer tout simplement à côté de l'histoire. Et donc, il a insisté, il a proposé au président Zelensky de venir à Paris entre les deux. C'est passé comme ça en catimini. Le président Zelensky est venu le soir, et Emmanuel Macron, en fait, il a fait 2 choses. Il a admis le président Zelensky dans la Légion d'honneur. Il lui a octroyé la plus haute dignité dans cette Légion d'honneur, qui est la Grande Croix. Le problème, c'est que Poutine a été admis dans la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Et Emmanuel Macron a refusé, et refuse toujours, de retirer à Poutine cette dignité. La deuxième chose, il a invité le chancelier allemand, Scholz, de venir à Paris, et comme ça, ils étaient 2, à bavarder avec Zelensky. Et le lendemain, quand Zelensky devait se rendre à Bruxelles, c'est Macron qui l'a mis dans son avion, et donc ils ont volé ensemble dans le Falcon de la République française pour Bruxelles. Et donc du coup, Macron a rattrapé le coup diplomatiquement et politiquement, parce que sinon, Zelensky venait à Londres et à Bruxelles. Et donc la France et Berlin restaient sur le côté. Ils ont parlé bien évidemment de la coopération, de l'aide, qu'est-ce que la France peut apporter, mais vous avez compris, la France traîne les pieds. Macron est un personnage assez compliqué. En Ukraine, ils ont même inventé un terme qui se présente comme ça, macroner. Ça veut dire en fait tergiverser, ne rien faire, douter tout le temps, parler sans rien faire, dire quelque chose et son contraire. Et donc, en fait, les Ukrainiens ont, dans le texte, en fait, en ukrainien, macroné. Et le problème, c'est que très souvent, au début de la guerre, Macron a passé, depuis le début de cette phase, du mois de février 2022, a passé 100 heures au téléphone avec Poutine. En fait, tout le monde riait de Macron, parce que Poutine le manipulait, et en parlant crûment, se foutait de ça. Il a changé d'avis quand il est allé, donc au mois de juin, en Ukraine, avec un plan de paix à proposer à l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le plan de paix maintenant? Ça veut dire on arrête, et ça veut dire que la Russie garde tout ce qu'elle a déjà envahi. Et donc, les Ukrainiens ne veulent pas de ça. Et surtout, ils sentent la force de reprendre leur territoire, donc ils refusent ce plan de paix. Et donc Macron voulait faire la pression sur eux, et quand il est venu à Kiev, le président ukrainien l'a amené dans la banlieue qui s'appelle Boutcha, et l'autre qui s'appelle Irpin. Dans ces banlieues, Boutcha et Irpin, les Russes ont commis des crimes de guerre atroces. Quand Macron est passé par là,
il a compris, en fait, que ce qu'il proposait à l'Ukraine était insupportable pour les Ukrainiens. Et déjà au mois de juillet l'année dernière, il a commencé à critiquer assez violemment la Russie. Et quand le président Zelensky, par exemple, là aussi, est allé aux États-Unis au mois de décembre, Emmanuel Macron a compris, en fait, que ça a fait un énorme coup pour les États-Unis. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des chars AMX-10, des chars légers. En fait, ce ne sont même pas des chars, en fait, ce sont des blindés qui ont des roues, mais ce sont les blindés qui peuvent aider, bien évidemment, sur les champs de bataille. Et donc, du coup, ça, c'était quelque chose qui était extraordinaire. C'était un bon coup que Emmanuel Macron a fait. D'ailleurs, ça a poussé aussi les Allemands à donner leur accord pour fournir leurs propres chars Léopard, sur lesquels ils tergiversaient aussi comme Macron. Et ça poussait même les Américains, parce que le président Biden a dit « Je vais donner 31 chars Abrams, qui sont les meilleurs chars du monde ». Emmanuel Macron, finalement, a commencé à changer. Mais le problème, c'est que une fois, il dit ça, et l'autre fois, il dit toujours « Ah, il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas humilier Poutine ». Enfin, et donc, en fait, il énerve énormément les Ukrainiens. Poutine, dès le début de ce conflit, pour arrêter les pays occidentaux à s'impliquer directement dans cette guerre, il a commencé à nous menacer de la guerre nucléaire. Et donc, c'était un chantage. Il faisait chanter quasiment toute la planète en disant que si vous vous impliquez, moi je vais appuyer sur le bouton et ça va faire la guerre nucléaire, et la guerre nucléaire, ça va détruire toute la planète. Donc surtout, ne bougez pas et laissez-moi faire, laissez-moi envahir l'Ukraine. Ça n'a pas marché. Mais ça a fait peur au début. Après, on a commencé à réfléchir, on a compris qu'en fait, il était le premier perdant s'il faisait ça. Et donc, les pays occidentaux ont commencé à fournir de plus en plus d'armes, parce qu'au début, on fournissait à l'Ukraine seulement des casques, des gilets pare-balles, des petits fusils, des mitraillettes, en fait. Et là, actuellement, on parle d'avions, de chars de combat ou de missiles de moyenne portée. Et Poutine, tout ce qu'il a raconté sur les super armes que soi-disant la Russie possédait, en réalité c'est faux. Et là, il a remis une couche, puisque nous sommes à l'anniversaire de la guerre, donc il n'a pas progressé plus que ça. Et donc là, il nous remet encore une couche en disant, oui, on va lancer la production à la chaîne des fameux missiles Sarmat, Tsirkon, Kinjal, etc. Quand Poutine maintenant dit « je vais relancer toute cette machine-là », d'abord, il n'a pas d'argent, ça c'est la première chose. Et puis les sanctions, c'est pas uniquement les matières premières, mais par exemple, il y a aussi la fourniture des composantes électroniques étrangères qui ne sont plus fournies à la Russie. Et en fait, il s'est révélé que pour ces missiles, ils utilisaient l'électronique de Taïwan, de Chine, des États-Unis, de Japon, etc. Et là maintenant, ils n'ont pas ça. Et du coup, quand Poutine dit « on va lancer la production de ces missiles », en fait c'est faux, parce qu'ils peuvent tout simplement pas les produire. Cette solidarité internationale va certainement permettre à l'Ukraine de vaincre dans cette guerre, parce que la cause ukrainienne est juste, et la coalition internationale qui aide l'Ukraine est juste aussi, parce qu'elle permet à ce pays de rester libre et démocratique.